Tout d'abord, merci à tous pour votre inscription et participation à cette webconférence. Là, aujourd'hui, on va parler des jeux de données SIG, des usages et de l'open data. Cette présentation, donc, elle est faite par moi-même, Emmanuel Faure, directeur du système d'information, et Alain Beauregard, responsable du système d'information géographique et des données. Là, on vous présente sur cette page l'ensemble de l'équipe SIG de la Pure, mais il faut bien évidemment comprendre que les données sont fabriquées par beaucoup de monde à la Pure. Ça occupe à peu près un tiers de notre temps à la Pure de fabriquer des données, de les mettre en forme, de les rendre disponibles pour nos études, mais aussi à l'extérieur, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, on va passer tout de suite à la partie 1 sur les jeux de données SIG, et c'est Alain qui prend le relais. Alors, bonjour à tous. Donc, pour commencer, quelques généralités et pour beaucoup d'entre vous, peut-être des choses qui ne seront pas forcément nouvelles parce que vous nous connaissez relativement bien, mais quand même. Donc, du coup, comme vous le savez peut-être, on gère des bases de données donc, depuis quand même plus de 30 ans. Du coup, c'est le socle du système d'information géographique. Et du coup, on a une connaissance qui a commencé d'abord sur Paris, mais qui s'est étendue depuis une dizaine d'années, on va dire, à la métropole du Grand Paris, et voire pour certaines données jusqu'à l'échelle de la région. Donc, on a des jeux de données qui vont s'étendre de l'échelle fine, la parcelle, jusqu'au niveau du territoire, enfin des limites administratives. Donc, énormément de jeux de données qui sont thématisés. On y reviendra plus tard. Dont le socle va être constitué par les données de référence, donc un plus d'1 million de bâtiments, des parcelles, des équipements, des logements, des tronçons, des iris et j'en passe. Du coup, on va vous expliquer ça un peu plus dans le détail. Donc tout ça, ce système d'information géographique, c'est des données qui, sans vous, les partenaires, vont être difficiles de constituer. Donc on travaille avec énormément d'échelons institutionnels, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la commune, des territoires, dont évidemment la ville de Paris, les départements de la Petite Couronne, les syndicats techniques éventuellement, donc avec Île-de-France Mobilité, tout ce qui est transport en commun, les syndicats un peu techniques au niveau Haut-de-Paris, le SIAP pour l'assainissement, voire la SGP pour les gares du Grand Paris. Bien, donc il y a un certain nombre de jeux de données qui sont signatures, on va dire, à pure et qui sont maintenus et cohérentes donc au niveau parcellaire et au niveau adresse, qui vont être en fait le socle, une partie du socle des bases de données. Donc les îlots physiques, les emprises d'équipement qui vont permettre de constituer un parcellaire dit urbain, qui va permettre d'avoir une représentation très proche de la réalité terrain et qui va nous permettre notamment de sortir des fonds de plan détaillés, on y reviendra. Les données sur la BDCOM qui sont constituées sur Paris avec des campagnes à tous les 3 ans et des données donc sur les centralités qui vont permettre de rendre compte de l'activité à partir de toutes ces données avec des rayonnements soit locaux, territoriaux ou métropolitains. Par contre, la plupart des données donc, ne sont pas des fabrications propres, mais plutôt, on va parler plutôt d'intégration avec des apports ou des sources extérieures. Notamment, donc notre valeur ajoutée, si je puis dire, c'est d'en assurer la continuité, le recollement, la cohérence, et puis donc surtout une structuration qui va être homogène sur l'ensemble du territoire de la métropole du Grand Paris. Donc ça va constituer essentiellement des données, par exemple, parcellaires, des données sur les équipements ponctuels qu'on va intégrer à partir des différents échelons institutionnels, la commune, les territoires, l'État, des données sur les projets urbains. Donc on va constituer aussi avec les territoires, et notamment un partenariat, j'y reviendrai avec la DRIEA, l'Institut Paris Région, notre agence urbaniste qui œuvre sur la région. Des données patrimoniales qui viennent du ministère de la Culture, donc l'État, les communes, pour ce qui s'agit des protections communales, voire des agences, l'IPR encore. Des données aussi qui sont plus récentes, donc par exemple les recollements des PLU communaux, donc qui nous viennent en particulier des règlements des différentes communes, et on va y revenir. Donc ces données vont s'appuyer d'abord sur un socle de données organisées, structurées. Donc un socle de données dit de référence,
Donc, pour sortir, par exemple, une carte comme on a à gauche, qui est en fait un parcellaire qu'on a croisé avec les équipements qui vont permettre notamment de rendre compte de la mobilisation du foncier, la capitalisation, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme foncier. On va avoir besoin de plusieurs données. Et donc, ces données vont être structurées du niveau en haut, limite administrative, jusqu'au niveau le plus détaillé, la parcelle, le bâti, l'adresse, les éléments topographiques, en passant par les iris et l'îlot, et en intégrant aussi, bien évidemment, des données de réseau. Donc, je peux noter principalement une nouveauté, c'est sur les aménagements cyclables. C'est donc une nouvelle base de données qui est faite en concertation avec Île-de-France Mobilité, GeoVélo et les communes et les territoires. Du coup, qui va permettre qui est de plus en plus mobilisé du fait, enfin, du contexte et du contexte que l'on connaît bien. Donc, tout ça est structuré par couche dans une base de données. Ensuite, donc, du coup, voilà, ça rencontre le niveau fin, qui est le niveau parcelle, bâti, le parcelle, bâti et adresse, jusqu'au niveau plus général qui constitue les iris, les communes ou les territoires de la métropole du Grand Paris. Donc, je reviens, en fait, c'est quand même assez important, nous, pour la structuration de notre donnée. C'est des données qui s'emboîtent et qui sont topologiquement cohérentes d'un niveau à l'autre, en partant du niveau parcellaire, qui va nous permettre ensuite de fabriquer des îlots qui sont cohérents topologiquement, des emprises d'équipement aussi qui s'emboîtent, et idem pour le bâti. Alors, ça a l'air d'un détail, mais en fait, ce qui est important, ça va permettre de faire des analyses de mitoyenneté, par exemple. On a eu des études, par exemple, sur l'analyse des murs végétaux à Paris pour identifier notamment tout ce qui est pignons sur rue, etc. Donc, sans avoir une donnée qui est topologiquement cohérente, on ne peut pas faire ce genre d'analyse. Ou encore les déperditions énergétiques des bâtiments pour identifier les façades, les mitoyennetés, etc. Alors, bien sûr, ces données sont actualisées. Donc, c'est un gage d'assurance pour les partenaires, le fait que justement on en assure une pérennité. Parce qu'en fait, il y a différents acteurs. Bon, je pense à l'IGN, mais donc avec la BD Topo, ça s'est amélioré dans les dernières versions. Sauf qu'en fait, l'actualisation n'est pas forcément adéquate, utile dans nos outils. Donc, on doit en assurer une mise à jour plus régulière et plus constante. Donc, ici, par exemple, des exemples sur les emprises bâties. Idem pour la mise à jour des îlots à partir du parcellaire, où on va en fait recaler à partir du parcellaire, ici, assurer une mise en cohérence des contours d'îlots par rapport au parcellaire. Donc, du coup, les percements de voies, etc. Donc, on en assure une mise à jour, principalement à partir des orthophotoplans, des campagnes orthophotoplans qu'on acquiert à tous les 3 ou 4 ans. Je vais en venir donc sur les usages. Donc, les usages de ces données, par commencer par le fond de plan. Donc, du coup, on a des données qui vont servir à fabriquer des fonds de plan détaillés, multi-échelles, qui, à la différence des fonds de plan comme OpenStreetMap, comme Google, vont permettre de rendre compte de l'état de l'espace public de façade à façade, contrairement aux données OpenStreetMap, qui fonctionnent plutôt par une bufferisation des réseaux. Donc, ils vont permettre d'avoir une autre lecture plus réelle, plus fine du territoire. Donc là, ici, vous avez un exemple entre Paris et la Seine-Saint-Denis, donc l'homogénéité du plan ici à grande échelle, avec un rendu avec différents rendus en fonction de ce qu'on cherche à faire sortir. Ensuite, au niveau des analyses dans les études, bien sûr, toutes ces données vont être analysées. Donc là, on va prendre en compte différents jeux de données, donc notamment d'abord pour la démographie et la sociologie, où on va utiliser les sources principalement du recensement général de la population, les sources INSEE, encore là, avec des rendus qui vont être plus ou moins détaillés en fonction de l'échelle, donc à l'IRIF, à l'échelle de la commune. Des données sur le logement ou l'habitat, où là, on va intégrer également des données de l'INSEE, le recensement général de la population, des données du RPLS sur le répertoire du parc locatif social,
et les données de la DGFiP. On va pouvoir faire des croisements qui vont permettre de rendre compte de l'état de l'habitat pour distinguer si on a plutôt à faire du logement individuel, du logement collectif. Donc, on va croiser ces différentes données entre elles dans les études. Autres usages donc, dans les différents domaines pour le développement économique. Donc, on pense principalement aux données sur les fichiers des établissements, les fichiers SIREN, qu'on traite, alors cette fois-ci, sur l'ensemble de la région, donc avec l'Institut Paris Région. Donc, ils vont permettre de rendre compte sur les lieux d'emploi, les filières, les services aux entreprises, voire les activités logistiques. Donc, ça, c'est une thématique. Les mobilités, déplacements. Donc là, on va intégrer des données de la pure, mais pas que, donc des réseaux donc, qui viennent de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le réseau des voies de l'hygiène éventuellement, les enquêtes générales du transport. Donc encore là, on va utiliser des données aussi, par exemple la carte de gauche qui représente une carte de largeur des voies, qui va permettre à partir des îlots physiques de rendre compte des largeurs réelles des voies. Ou voir faire des analyses comme la carte de droite, des analyses d'accessibilité, de rabattement, ici rabattement aux gares, avec des analyses piétonnes d'accès des cheminements piétons. Au niveau d'environnement énergie, donc là, on va utiliser plutôt des données de télédétection retraitées par la pure pour rendre compte des analyses au niveau énergie, végétale, cadastre solaire, etc. Qu'on va rendre compte ici, carte de gauche, les îlots de fraîcheur ou encore l'ensoleillement annuel sur les bâtiments. Des données, donc des analyses qui vont dans le domaine de la vie urbaine, de l'innovation. Encore là, j'ai parlé des centralités tout à l'heure, donc des cartes des centralités ou de qualité de vie. Et enfin, donc, comme on est une agence d'urbanisme, on se doit aussi de traiter l'histoire, donc tout ce qui est peuplement, urbanisation ou par exemple végétalisation. La carte de droite que vous avez, c'est la carte de la nature à Paris en 1730. Donc je vous invite aussi une datavise là-dessus qui permet de rendre compte de la nature à Paris depuis 1730. Donc voilà, on se doit en tant qu'agence d'urbanisme de traiter aussi l'aspect historique. Donc, quelques focus, on ne pourra pas tout vous montrer, bien naturellement, dans le cadre de ce contexte, un contexte assez court. Donc, du coup, sur les équipements, donc c'est des données qu'on gère dans une nomenclature à 3 niveaux. Donc, il y a à la fois des équipements dits surfaciques ou en emprise, donc je vous l'ai montré, qui servent notamment à la constitution des fonds de plein, et des données ponctuelles. Donc ça va être géré dans une nomenclature à 3 niveaux. Donc ici, par exemple, sur l'enseignement et l'éducation, où donc en rouge, on va avoir la catégorie principale, en bleu, les catégories intermédiaires, et en noir, les catégories les plus fines. Donc selon le degré d'analyse et de complexité qu'on recherche. On est en train de travailler dans le cadre de l'infrastructure de données géographique régionale, à réfléchir en tout cas à une harmonisation des nomenclatures qui peuvent être utilisées par les différents partenaires, notamment avec l'Institut Paris Région. C'est un sujet qui est quand même assez complexe, mais qui va permettre de tendre vers une représentation, une nomenclature commune. Donc, sur les ponctuels, donc, des cartographies qu'on a pu sortir. Bon, contexte oblige, à gauche, on a fait une campagne de mise à jour conséquente sur des équipements de santé, notamment à partir des données finesse qu'on a réintégrées donc, dans nos référentiels. Donc, en particulier, par exemple, ce qu'on voit, c'est sur la nature des établissements COVID, les établissements de santé qui étaient en mesure de traiter les patients COVID, en rapport avec les autres établissements de santé. Et à droite, donc une cartographie qu'on a pu mener sur les implantations de l'enseignement supérieur. Donc, on a fait avec le ministère de l'Éducation nationale et les PORIF. Toujours sur les équipements, mais cette fois-ci combiné aux données de télédétection. Donc, on travaille, comme je vous l'ai dit, à l'acquisition de campagnes, de modèles numériques d'élévation, de modèles numériques de terrain, de modèles et de proches infrarouges. L'approche infrarouge va nous permettre donc par échantillonnage de distinguer le végétal du minéral et donc de sortir
des cartographies, notamment par exemple ce qu'on voit à gauche sur la répartition de la végétation de la hauteur. Et donc en intégrant les équipements dont je vous parlais, les équipements publics de type, par exemple, ici les espaces verts, les terrains de sport ou les infrastructures de transport avec les espaces de voirie, va vous permettre de sortir des cartographies différenciées entre les espaces plantés publics et les espaces plantés privés. Donc en bleu, les espaces plantés privés versus les espaces plantés publics dans les teintes d'orange. Un autre focus, donc c'est sur le travail sur le PLU qui est plus récent, qui date à peu près de 5 ans, où donc là en fait on a intégré tous les PLU communaux dans le cadre d'un travail qu'on fait avec les territoires pour les PLU intercommunaux, dans l'objectif d'avoir une meilleure lisibilité des règlements. Et du coup, on a intégré à partir de la carte de gauche, c'est une espèce de mosaïque qui rend compte en fait des états bruts des PLU. Il y a une lecture, une grille d'analyse qui est faite, et on fait une analyse qui est faite des PLU, qui va permettre d'avoir une lecture uniforme des PLU sur l'ensemble du territoire et de rendre compte éventuellement des différences. Donc voilà, une dizaine de postes, 7 zones urbaines qui vont permettre de rendre compte selon la nature des tissus, la densité ou l'occupation du sol, une zone urbanisée, une zone naturelle et une zone agricole. Donc le détail, vous l'avez dans le prochain slide. Donc voilà, on se rend compte des différentes, soit des zones naturelles, les zones U, etc. Donc le zonage dit brut sur la commune de Villepinte. Et une fois recollé, analysé, du coup, on peut rendre compte d'une lecture qui est quand même plus uniforme et qui va permettre de rendre compte les différences qu'il peut y avoir avec les communes voisines, par exemple. Un autre aspect qu'on a travaillé sur, dont on a parlé, qu'on a analysé sur le PLU, c'est l'aspect règlement sur le récollement des emprises au sol, des constructions. Donc, ce que vous avez à gauche, c'est en fait une cartographie qui rend compte des coefficients réglementaires d'emprise au sol des constructions dans les PLU, donc avec les différentes teintes de rose qui vont du rose clair au rose foncé, où là, en fait, j'ai des coefficients, enfin, les couleurs foncées vont rendre compte d'un coefficient élevé, voire proche de 100%. Et ce qui est surtout intéressant, c'est sur la carte de droite, qui va permettre en croisant avec les données sur les emprises bâties, de rendre compte des évolutions, des marges qu'il peut y avoir entre les règlements qui peuvent être plus permissifs avec des coefficients d'occupation réelle qui vont être à moins de 70%, qui vont permettre d'avoir une certaine marge de progression versus les règlements plus restrictifs. Donc à Paris, où on voit en fait, c'est déjà bien construit, où il y a assez peu de marge de progression en termes de constructibilité. Sur donc la base de données projet, donc c'est une base qui date d'une dizaine d'années, qui est constamment actualisée, donc qui est composée de trois volets, on va dire. On va se concentrer sur un volet. Donc il y a les projets de transport en commun, les projets de voirie ou d'espace public, et notamment les projets d'aménagement ou les projets urbains. Donc ces projets d'aménagement sont eux-mêmes organisés en couches de données, les secteurs opérationnels, les sous-secteurs, les lots et les bâtis, voire les espaces non bâtis. Donc on va vraiment rendre compte des transformations du territoire à une très grande échelle, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir dessiner, rendre compte de la ville telle que le projet quelle configuration va avoir les tissus urbains une fois le projet réalisé. Donc là, ici, un exemple de fiche qu'on sort, on fait un travail. Donc là, il faut préciser, c'est un travail qui a été fait dans le cadre du SCOT métropolitain, donc avec notamment l'Institut Paris Région, la DRIEA. L'objectif, donc, pour une cartographie et surtout pour sortir des analyses, c'était pour que chacune des institutions sorte les mêmes chiffres, et que les chiffres soient cohérents d'un acteur à l'autre.
Donc, ça nous a permis de sortir sur le tableau de haut, par exemple, des statistiques par territoire et par type d'opération sur les mètres carrés de programmation. Selon les types d'opérations. Et aussi, donc, on peut sortir des statistiques, bien évidemment, par phasage ou par type d'occupation, s'il s'agit plutôt du logement, du bureau, de l'activité ou de l'équipement. Aussi, dans le cadre de la BD Projet, c'est une extension de la BD Projet, c'est la base dite de démolition qui va permettre de prendre cette base et notamment la partie bâtie, donc les bâtis en projet, qu'on va pouvoir croiser avec le bâti existant pour rendre compte d'une base de données de démolition qui vont permettre de rendre compte de la transformation du territoire, de la mutation du bâti et voir quels sont notamment les volumes de déchets qui vont être générés. Donc, en croisant les deux informations, on va pouvoir, puisqu'on a pour le bâti existant les emprises et les hauteurs, on va pouvoir avoir une morphologie. Donc, on va pouvoir déduire en fonction des types d'opérations, c'est de la création, de la réhabilitation ou de la démolition, on va pouvoir rendre compte des surfaces brutes de démolition et de réhabilitation. Et ce qui est intéressant, ensuite, on va prendre des ratios qui nous sont donnés pour l'ADEME notamment et le CERC pour rendre compte d'une quantité de déchets, des mètres cubes de déchets. Et on se rend compte que, par exemple, donc c'est une base de données qui a été mise en place d'abord sur Paris et la Seine-Saint-Denis, dans le cadre notamment des JO 2024. Et donc, on se rend compte qu'il y a 19 millions de mètres carrés qui vont être construits à l'horizon 2024 sur sur Paris et la Seine-Saint-Denis. Et à cet horizon, donc 5 millions de mètres carrés, 2000 bâtiments qui vont être soit démolis ou soit réhabilités. Donc, ça permet de mettre en relation aussi, en termes du réemploi, recyclage, la transformation et la mutation du bâti. Dernier focus, donc c'est sur le patrimoine. Donc, c'est une base de données qui rend compte un assemblage, en fait, encore là, de différents acteurs, du niveau, on va dire, mondial jusqu'au niveau local, donc en passant par notamment le patrimoine communal, qui est en fait un recollement des PLU communaux pour tout ce qui est protection communale, et en passant par les monuments historiques qui sont des informations qui nous sont données par le ministère de la Culture. Donc, voilà, donc ça va permettre de nous rendre compte en même temps de l'héritage, le patrimoine, comme sur la carte qui est illustrée, et donc avec un niveau de détail très fin. On va passer, donc du coup, toutes ces données-là sont aussi utilisées dans le cadre de partage et de la diffusion. Donc, je passe la parole à Emmanuel pour parler de cette partie. Alors, focus. Comme le disait Alain, partage et diffusion, c'est aussi important. Toutes ces données servent évidemment aux études de la pure et sont diffusées dans le cadre des études, mais on essaye d'utiliser d'autres moyens de les partager. Alors là, je vais vous présenter rapidement des data visualisations et des cartographies interactives qu'on a réalisées toutes ces dernières années. Alors, un petit focus là rapidement sur 4 data vis sur les projets d'aménagement et de transport. Alain vous en parlait tout à l'heure, et ces données sont accessibles en mode data vis directement. Des données aussi de la BDCom, structure évolution commerciale, que vous voyez sur la partie droite. Data portrait, je reviendrai juste après, et Cassini Grand Paris. Là, on a parlé tout à l'heure, l'histoire, en effet, c'est important pour une agence d'urbanisme. Et on a mis en place, là, cet été, une nouvelle data visualisation sur tout un tas de cartes historiques et qu'on peut comparer avec les données actuelles. Et donc, je vous invite évidemment à aller voir toutes ces data visualisations. Sur la partie data portrait, qui est une data visualisation importante, puisqu'elle permet, au travers de 400 cartes et 70 indicateurs répartis dans 6 thématiques, d'avoir accès à beaucoup de données statistiques sur la démographie, les ménages, la famille, le logement et l'habitat, le chômage et l'insertion. On y accède via une partie cartographique que vous voyez là sur l'écran, où l'utilisateur peut jouer sur les différents indicateurs pour les voir affichés en nombre, en pourcentage, en évolution, mais aussi dans une deuxième partie de l'application qui est plus centrée sur les données non cartographiques et qui permet d'avoir accès à des graphiques interactifs pour voir les évolutions, notamment au cours du temps, de tous ces indicateurs.
Et donc là aussi, on vous invite à aller voir ces données sur notre portail. Et bientôt, cette application va être secondée par la même application, mais en mode portable, qui sera consultable sur des téléphones portables en mode responsive. Donc, c'est pratique pour aller voir à n'importe quel moment, y compris dans une réunion, si on a besoin d'un chiffre important. Ces données sont aussi partagées sur notre plateforme Open Data. Alors, ça fait un moment que la Pure, évidemment, partage ces données, mais depuis 2015-2016, on a mis en place notre plateforme Open Data. On a aujourd'hui plus d'une centaine de jeux de données disponibles qui sont répartis dans les thématiques qu'on indiquait dans le premier slide, là, les différentes thématiques. Donc, cette mise à disposition pour tous, elle est importante, évidemment, pour la réutilisation du plus grand nombre et permettre de générer de la valeur ajoutée non seulement en interne, mais y compris pour nos partenaires ou même le grand public. Ça permet aussi chez nous d'accélérer en interne et en externe la capitalisation des données et donc, slide suivant, de les documenter, puisque évidemment, une donnée toute seule qu'on partage, c'est bien, mais s'il n'y a pas la documentation qui va avec pour permettre la réutilisation, c'est difficile. Donc, depuis longtemps, à la Pure, on prend du temps pour faire ce travail un peu invisible des métadonnées qui permet de les décrire. Alors auparavant, on avait des fiches Word qu'on mettait à jour et qu'on utilisait en interne pour un peu comprendre les données. On les mettait en diffusion sur notre Open Data, mais c'était assez compliqué à gérer, puisque par ailleurs, on avait aussi un catalogue papier de communication qui permettait d'avoir une description plus simple, mais plus communicante de ces données-là. Et par ailleurs, on avait aussi notre plateforme Open Data, sur lesquels on avait des fiches web, et tous ces métadonnées différentes à gérer étaient évidemment difficiles à gérer les unes après les autres. Il y avait toujours des décalages, etc. Et donc, on a décidé l'année dernière, et puis cet été, on a décidé de mettre en ligne ce géocatalogue qui est lié à l'open data. Donc, un géocatalogue en ligne, ça sert à quoi? Ça sert à accéder donc aux métadonnées des différents jeux de données, au travers d'un moteur de recherche multifacette, d'avoir la description complète des données, en interne, d'avoir l'emplacement des données où elles se trouvent sur nos serveurs, et pour la partie Open Data, que l'utilisateur puisse accéder directement au lien qui va l'amener vers l'Open Data. Et dans l'Open Data, évidemment, il y a un lien qui l'emmène de l'autre côté vers le catalogue. Les deux applications, Géocatalogue et plateforme Open Data, sont en lien l'une et l'autre. Donc, ce catalogue, il est fabriqué sur un moteur qui s'appelle GeoNetwork, un moteur open source, qui est conforme aux standards internationaux et qui permet, comme le disait Alain, par exemple, tout à l'heure, quand on travaille avec la région Île-de-France et l'Institut Paris Région sur la nouvelle plateforme IDG qui doit voir le jour petit à petit, d'être conforme dans tes standards et de pouvoir échanger des métadonnées avec les autres organisations. Je crois que la DRIA aussi s'appuie sur ce même moteur de métadonnées pour partager leur catalogue. Donc là, je vais vous faire rapidement une petite démo d'un jeu de données qui est tout simple, qui s'appelle Station Service et qui permet du géocatalogue d'aller vers l'open data et de créer une petite carte web. Alors, très rapidement, donc vous vous rendez sur le catalogue sur le site internet de la Pure. Vous allez ici dans la page Géodata, qui vous permet d'avoir accès aux différentes informations géographiques, données, etc., que la Pure partage. Alors, en premier lieu, et je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une cartothèque qui permet d'avoir accès ici aux différentes cartes statiques qui est alimentée petit à petit par de nouvelles cartes. Ici, sur la partie droite, vous avez les applications dont je parlais tout à l'heure et vous les retrouvez donc les unes après les autres. Donc, tout à l'heure, je parlais de Data Portrait. Vous avez ici accès directement à l'application Data Portrait. Et quand on descend un peu plus bas, on a accès à l'Open Data et au géocatalogue, avec ici directement l'accès à la plateforme Open Data, et ici l'accès au géocatalogue. Donc, je passe sur le géocatalogue, dont vous aviez la capture d'écran tout à l'heure, qui est pareil organisé avec les différentes thématiques qu'on a montrées au début. Ici, vous avez les dernières fiches de métadonnées qui ont été mises à jour. Vous avez évidemment accès à un moteur de recherche en mots-clés. Là, donc, je vais chercher, pour l'exemple, les stations-service. Ici, vous avez accès aux différentes facettes dont je parlais tout à l'heure, qui vous permettent de filtrer la donnée si vous ne cherchez pas par mots-clés, mais vous voulez un jeu de données d'une thématique particulière ou d'une année particulière. Ici, donc, je prends les stations-service qui m'intéressent. On retrouve ici la description de la donnée, une petite carte aperçue statique qui permet de voir un petit peu le jeu de données, à quoi il ressemble et sur quelle étendue il se trouve. Là, ici, vous avez accès aux différents liens, notamment le lien Open Data, et j'y reviens juste après. Et puis, les différentes catégories de données pour pouvoir se balader dans le catalogue suivant des mots-clés. Les contraintes légales qui permettent d'avoir accès aux données. Et puis ici, toute la description de la donnée qui est très importante, puisqu'elle permettra à l'utilisateur, si tu peux couper ton micro,
qui permettent d'avoir accès aux différents champs pour pouvoir utiliser la donnée. Et donc, je vais y revenir tout à l'heure, puisqu'on va faire une petite thématique sur ce jeu de données directement depuis l'open data. Donc là, l'utilisateur, il peut basculer directement sur ce jeu de données dans l'open data. Donc, quelques secondes que ça charge. Voilà, donc il accède au jeu de données station-service dans la partie Open Data. Alors évidemment, ce sont des données brutes ici. Il n'a pas accès à une thématique particulière. Il retrouve les informations très succinctes puisque les informations de métadonnées sont accessibles dans le géocatalogue. Donc il peut recliquer ici directement dans le géocatalogue pour accéder aux données. Enfin, j'y étais juste à l'instant. C'était pour vous montrer le double lien entre l'Open Data et le géocatalogue. Et quand il est dans cette partie Open Data, il peut évidemment télécharger le jeu de données sur son poste, avec 3 formats grands classiques, feuille de calcul, format Excel, KML pour l'utiliser par exemple dans Google Earth ou Google Maps, et fichier de forme qui est un standard de fichier pour l'utiliser sur QGIS, Esri ou d'autres logiciels SIG. Mais il peut aussi directement créer une petite carte web. Donc j'ai cliqué ici sur créer une carte web. On retrouve le jeu de données thématisé ici sur la capacité à évoluer des stations-service. Donc vous voyez oui, non avec des couleurs qui ont été affichées par défaut, mais l'utilisateur peut choisir de changer de thématique. Alors pour l'exemple ici, je vais faire une thématique sur la propriété foncière. On voit là d'ailleurs un autre croisement qu'on est capable de faire avec les fichiers fonciers, puisqu'on est capable sur la parcelle sur laquelle se trouve la station-service de déterminer quelle est la propriété foncière de cette parcelle. Donc vous avez une autre thématique qui s'affiche ici. On peut évidemment décider dans cette interface de filtrer, et je vais par exemple ici demander à ne voir que les stations-service qui contiennent des possibilités d'avoir accès au GPL. Donc là, je vais mettre le petit code 1, donc GPL égale 1. Alors vous voyez ici donc toute l'importance pour un utilisateur, je retourne sur le géocatalogue, d'avoir accès ici aux différents champs. Et donc, il peut se demander qu'est-ce que ça veut dire GPL. Donc, il va voir ici GPL 2018, distribution de GPL avec les codes oui pour 1 et 0 pour non. Donc, en retournant sur la partie, je vais mettre donc toutes les stations GPL qui contiennent, toutes les stations services qui contiennent du GPL. Et je vais modifier le fil pour ajouter une deuxième couche en demandant aussi que les stations GPL puissent être avec des bornes électriques, des bornes de recharge électrique, en spécifiant évidemment que c'est la condition ou qui s'applique, c'est soit du GPL ou des bornes électriques, les deux en même temps. Donc j'applique le filtre une fois que j'ai mis le petit 1 ici. Et voilà, j'ai ma carte qui s'affiche ici. Donc un utilisateur sans logiciel SIG, à partir des données qui sont disponibles en Open Data, peut afficher ici une petite thématique tout simple. Il peut éventuellement aller chercher d'autres données sur notre moteur. Il suffit ici qu'il tape Apure dans le moteur de recherche. On peut par exemple changer le fond de plan. Si je tape Apure fond de plan, et vous voyez qu'on retrouve ici les fonds de plan dont parlait Alain tout à l'heure. Par exemple, le fond de plan gris que je vais ajouter comme fond de carte. Et au lieu d'avoir le fond de carte classique d'Esri Google, on va se retrouver avec un fond de carte Apure qui permet donc de zoomer et d'avoir un niveau de précision très important. On peut voir ici la station-service de la porte de Montreuil placée sur sa parcelle. Je vais revenir maintenant sur le petit diaporama après cette petite démonstration, à savoir qu'il y a une database déjà existante sur les stations-service que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et pour terminer cette présentation, on est presque à l'heure. Les questions-réponses. Alors évidemment, nous, on est disponible pour accompagner nos partenaires, les sensibiliser sur les données de l'Apure ou d'autres données et faire des partages approfondis. On peut faire des ateliers de sensibilisation, par exemple, sur les données et les usages qu'Alain a un petit peu évoqué tout à l'heure. Évidemment, c'était qu'une partie de ce qu'on peut faire avec les données. Et puis, discuter aussi sur les nouveaux partages en commun sur les données et les modes de diffusion. Donc voilà, la présentation là est terminée et on est à votre disposition pour des questions. Alors éventuellement par le système de chat ou directement à l'oral si vous allumez vos micros. Nous, on a nos données en propre qu'on diffuse sur notre plateforme Open Data. On évite de diffuser évidemment les données Open Data de la ville de Paris sur notre plateforme. Enfin, on ne les diffuse pas. On rediffuse éventuellement des données qu'on aurait enrichies, c'est le principe. Et évidemment, on avertit la ville de Paris de ces données-là. Par exemple, alors c'est pas tout à fait sur l'Open Data, mais on a fait une data visualisation il y a peu de temps sur les permis de construire. On s'est servi des données Open Data de la ville de Paris pour faire cette application. Et évidemment, sur l'application, on a mis en lien directement le jeu de données sur la plateforme Open Data de la ville de Paris. Alors, une autre question
sur le data mining pour analyser toutes ces données. Alors, on n'utilise pas encore vraiment des outils de data mining. Évidemment, avec les outils qu'on a, la technologie qu'on utilise aujourd'hui, qui est Esri, on fait du data mining sans le nommer, en quelque sorte, puisqu'on creuse la donnée, mais on n'a pas d'outils à proprement parler. On a des statisticiens en interne à la Pure qui utilisent des logiciels spécifiques pour la partie stats. Mais c'est quelque chose qu'on réfléchit. Par contre, le data mining, le big data, éventuellement l'intelligence artificielle, c'est des questions sur lesquelles, évidemment, on va aller, nous, et puis aussi avec nos partenaires, évidemment. C'est des questions qui sont abordées avec des outils spécifiques. Alain veut préciser peut-être. Juste pour compléter par rapport au data mining, là, du coup, on a une étude en cours sur le bilan des PLU où justement on a récupéré des données des autorisations de construire sur l'open data de la ville de Paris, avec notamment tout un texte d'analyse à faire sur les descriptifs des travaux. Donc, il y a tout un travail qui est engagé là-dessus. Alors, pas forcément avec les outils de data mining, mais en fait, ce sont des analyses textuelles qu'on fait qui permettent, à partir de ce texte, d'aller chercher les mots-clés et de les organiser de telle sorte qu'ils puissent être mieux exploitables. Vous en avez un exemple d'ailleurs. Sur le site de la Pure, il y a une datavis qui a été faite sur l'évolution des bâtiments parisiens. Et donc, c'est une extraction qui avait été faite sur des permis jusqu'à 2018 de mémoire. Donc, du coup, là, on va remonter plus dans le temps et donc on fait une recherche plus approfondie là-dessus. Alors, une autre question sur les données non open data qui seraient accessibles aux membres de la Pure. Alors, évidemment, on peut partager d'autres données qui ne seraient pas ou pas encore en open data avec les membres de la Pure, sous réserve, évidemment, que ces données soient qu'on puisse les mettre à disposition. Par exemple, on achète une orthophoto qui n'est pas libre de cession, notre contrat ne nous le permet pas. Mais par contre, par exemple, on utilise les fichiers fonciers pour faire toutes ces analyses dont Alain en parlait un petit peu dans les focus là. Ces données-là, on ne peut pas les mettre en open data parce qu'on n'a pas le droit. Par contre, on peut les partager avec les partenaires qui auraient passé un accord avec la DGFiP ou la DGLAN et qui auraient le droit d'accéder à ces données, ce qui est souvent le cas des organismes publics. Donc, dans ce cadre-là, oui, on peut partager des données qui ne sont pas en open data aux membres de la Pure, bien sûr. La dernière campagne qu'on avait datait de 2015. On a un marché qui est en cours avec un prestataire pour une campagne d'acquisition 2018-2019. Et normalement, il devait y avoir 2020. Il se trouve qu'il y a, on va dire, 3/4 du territoire qui vont être traités et analysés en MNE, MNT et proche infrarouge, qui va nous permettre de faire des actualisations de ce que vous avez vu, notamment sur les hauteurs de végétation, les emprises au sol, etc. Il risque d'y avoir par contre un débordement sur 2021 sur la partie qui n'a pas été survolée. Les conditions ont été quand même un peu compliquées avec la situation qu'on connaît. Donc voilà, donc il y aura une mise à jour 2018-2019 sur une grande majorité du territoire, dont Paris bien évidemment. La difficulté, en effet, c'est le repartage de ces données-là qui sont liées pour nous par un contrat avec notre prestataire. Et donc, on n'a pas le droit de les redonner parce que vous comprenez bien que les prestataires qui survolent Paris, s'ils vendent à un client la photo et que ce client, après, les rediffuse à tous les partenaires, ça ne va pas être le même prix du tout, quoi. Donc, on est complètement contraint. Et alors, ça serait dans l'idéal qu'on partage un groupement d'achat pour avoir un achat commun, mais c'est assez difficile parce que c'est jamais les mêmes résolutions, les mêmes territoires, etc. Notre plateforme Open Data et notre géocatalogue, c'est des plateformes qui s'enrichissent au fur et à mesure. On met régulièrement de nouvelles données sur l'Open Data et donc on fait les métadonnées associées et on enrichit le catalogue en correspondance. Donc, on vous invite à aller voir régulièrement ces plateformes-là. Par ailleurs, les études, évidemment, se poursuivent et traduisent une partie des données qui sont travaillées à la Pure. Et on continue à faire des data visualisations pour partager ces données d'une façon plus interactive et plus ludique, en quelque sorte. Donc, on vous invite à suivre la newsletter de la Pure, le site internet pour voir les nouveautés. Et puis, comme le disait Alain, on participe à des réunions d'échange avec les différents partenaires, mais on peut participer à des réunions d'échange sur la partie données avec Vincent Deroche de la DREA, par exemple, et aussi l'Institut Paris Région,
on travaille en commun sur différents sujets pour essayer d'adapter, comme le disait tout à l'heure Alain, par exemple sur les équipements et les nomenclatures, ou sur BD projets et les zones d'aménagement, les ZAC, pour essayer d'avoir y compris les mêmes chiffres, mais aussi la même façon de parler d'une zone d'aménagement. Et donc voilà, on vous invite à nous recontacter. Là, la présentation se termine. À moins qu'il y ait une autre question de dernière minute, on peut vous parler du prochain Napur Café qui aura lieu le 13 octobre prochain, qui sera consacré aux équipements et services publics. Quel enseignement dans la crise actuelle? Donc on vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à vous y inscrire pour y participer. Ça sera à peu près dans le même format, hein, entre 13h et 14h le 13 octobre. Et vous pourrez, pareil, assister après, si vous n'avez pas le temps d'y assister, puisque c'est rediffusé en mode offline, évidemment, sur d'autres sites internet. Voilà, donc il est 14 Juste heures. pour ajouter Oui. aussi que dans le cadre des journées Esri, on présentera, je ne sais pas si tu l'as Non, je ne mentionné, pas mentionné. On a parlé du Cassini Grand Paris, donc, qui est en fait la fresque historique de l'évolution des plans de Paris du XVIIe siècle à aujourd'hui. Donc, cette application sera présentée en détail dans le cadre des journées Esri, donc de mémoire le 14 octobre. Voilà, donc je vous invite éventuellement à nous rejoindre pour cette présentation. On vous remercie tous pour votre participation, les questions. Évidemment, on reste à votre disposition s'il y a d'autres questions par la suite et pour la suite des travaux. Et on vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine.